Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a quelques jours, lors de la réunion trimestrielle dédiée à la situation au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU, en violation de ses propres règles et procédures, a fait intervenir une go sortie de nulle part, comme un prestidigitateur fait apparaître un lapin à lunettes de son chapeau, pour tenir un réquisitoire absolument non étayé contre les autorités maliennes, alléguant notamment d'exactions commises particulièrement contre une communauté. Aujourd'hui, on va donc consacrer cette émission à l'étude de l'Organisation des Nations Unies, afin que chacun d'entre vous comprenne bien les circonstances et les objectifs de sa création, ses missions et opérations en Afrique, et nous allons voir comment le système onusien est utilisé pour entretenir l'insécurité et la déstabilisation de notre continent, et qu'est-ce que nous devons faire pour nous en sortir. Vous vous en doutez bien, on va parler du Mali, de République démocratique du Congo, de Centrafrique et d'autres pays, notamment dans la Corne de l'Afrique ou au Maghreb. Allez, c'est parti! Il y a environ 7 mois, le 30 juin 2022, pour les abonnés de mes réseaux sociaux dont vous voyez les liens quelque part sur l'écran, j'ai fait une publication sur l'utilité de l'ONU dans les missions de maintien de la paix, de sécurisation des populations civiles et de résolution des conflits en Afrique. J'ai pris le temps de recenser les missions qui sont encore actives aujourd'hui sur notre continent et cela donne ce qui suit par ordre chronologique de création. Premièrement, la MONUSCO, Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. MONUSCO, c'est le nouveau nom donné en 2010 à la MONUC, établie depuis 1999 et qui avait été précédée par l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies au Congo, créée en 1960, rebaptisée Opération des Nations Unies au Congo en 1963 jusqu'en 1964. Nous sommes en 2023. On dénombre 123 milices armées en RDC, dont la MONUSCO elle-même, qui assassine dorénavant allègrement les populations qu'elle prétend protéger. La MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, établie en 1991. Nous sommes en 2023. Il n'y a toujours pas eu de référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Par contre, on vient de voir un groupe de pieds nickelés has-been africains, tous anciens premiers ministres ou anciens ministres des Affaires étrangères, à l'instar du centrafricain Martin Ziguélé, se réunir au Maroc, aux frais non pas de la princesse mais du roi Mohamed VI, pour lancer un appel à l'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Rien que ça. Comme disait un ancien, ce que tu n'as pas encore vu sur cette terre-là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, il faut dire que tu n'as pas encore vu. La MINUS, avec 2 S, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Établie en 2011, nous sommes en 2023. Il y a maintenant 4 millions de personnes déplacées et les sites de protection des civils de la MINUS sont pour beaucoup sans accès à l'eau potable et il s'y déroule de nombreux viols. La FISNUA, Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei. Établie également en 2011, nous sommes en 2023. La zone n'est toujours pas démilitarisée et le Soudan et le Sud-Soudan continuent de s'affronter pour le contrôle d'Abyei, riche en pétrole. Quelle surprise! La MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Établie en 2013, nous sommes en 2023. Depuis 10 ans, le Mali n'est toujours pas stabilisé, a perdu une grande partie de son territoire aux mains de terroristes et compte ses morts par milliers. Enfin, la MINUSCA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Établie en 2014, nous sommes en 2023. Ce sont les forces armées centrafricaines et leurs alliés qui s'attellent à protéger les civils, pendant que les casques bleus sont occupés à violer des femmes et des enfants, à tuer des civils comme le jeune Souleymane Hadji et son père Bala Hadji en 2015, et que la MINUSCA couvre ceux qui cherchent à assassiner le président de la République.
En effet, le 21 février 2022, 4 Français en armes et en tenue militaire ont été interpellés par les forces de défense centrafricaines sur le parking de l'aéroport de Bangui, alors que l'avion transportant le président centrafricain était en phase d'atterrissage. Après leur arrestation et le lancement d'une enquête par le procureur de la République, on a vu l'état-major français et surtout la MINUSCA s'agiter pour tenter de justifier la présence de ces individus dont les intentions étaient clairement d'éliminer le président Touadéra. Les missions onusiennes prétendent toujours avoir pour objectif de stabiliser la situation dans les pays où elles opèrent. Sauf que, lorsqu'elles s'y déploient, la situation est totalement mélangée. C'est d'ailleurs le mélangement là qui justifie leur arrivée. Donc, quand elles viennent, elles ont pour mission de stabiliser le désordre existant, c'est-à-dire de le maintenir en l'état et de faire en sorte qu'il ne bouge pas, qu'il ne soit pas évacué, qu'il ne régresse pas et que rien ne change, ou alors seulement pour empirer. Et c'est comme ça que vous les voyez entretenir les conflits, l'insécurité, l'animosité, la division, la précarité. Car cette situation justifie leur présence et donc leur existence, leur gros salaire, leur belle voiture, les voyages en business et en première classe, les frais de mission, les enfants dans les écoles internationales à 15 000 $ l'année, le statut et l'immunité diplomatique, les ventes et achats d'armes, les juteux contrats de sous-traitance passés avec de grosses boîtes internationales qui se nourrissent goulûment de la guerre et de la mort en Afrique. Ce sont des parasites nuisibles. C'est toujours dans le sillage des missions onusiennes que des opérations de déstabilisation de pays africains sont menées, soit directement, soit indirectement. Directement comme en RDC, où les troupes de la MONUSCO non seulement ne combattent pas les milices rebelles et sanguinaires qui déciment les civils et pillent les ressources de l'Est du pays au profit d'États voisins, mais au contraire se sentent suffisamment à l'aise pour tirer sur les populations qu'elles sont censées protéger en assassinant, fin juillet 2022, 32 citoyens congolais qui réclamaient leur départ et en blessant des dizaines d'autres, dont des enfants. À Butembo, en RDC, une foule s'était rassemblée vendredi autour des cercueils des victimes tuées lors des manifestations contre l'inefficacité de la MONUSCO en début de semaine. Au moins 10 civils y ont perdu la vie, ainsi que 3 casques bleus. Je suis congolais. Je pleure pour mes frères qui sont tués à Rutshuru, à Kimbumba, à Kiwanja. Vous verrez que c'est la MONUSCO qui commence à amener des bandits ici chez nous au Congo. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Mais la déstabilisation du Congo via l'ONU remonte aux années 60. Ce sont des choses que l'on ne nous apprend pas à l'école. Nous allons donc faire un petit retour en arrière pour combler certaines lacunes. Comment l'ONU arrive au Congo en 1960? Eh bien, tout simplement suite à des exactions commises, encore une fois, par l'armée coloniale belge. En effet, quelques jours après l'indépendance tchatcha du Congo, la Belgique, qui l'avait encore en travers de la gorge, mène, sous de prétextes fallacieux, une intervention militaire dans le pays. L'alors secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, décide d'y envoyer 16 000 hommes pour s'interposer et de se rendre lui-même sur place plus tard, en espérant convaincre Moïse Tshombe, le pion local des Occidentaux, il en faut toujours un, de mettre fin à la sécession katangaise et de rejoindre le reste du Congo indépendant. En poste depuis 1953, Dag Hammarskjöld, Monsieur H, comme l'appelaient ceux qui n'arrivaient pas à prononcer son nom, n'était pas en odeur de sainteté auprès des puissances membres permanentes du Conseil de sécurité. Alors que l'on pensait avoir affaire à un homme malléable et effacé, c'est plutôt un adepte de la décolonisation qui se découvrira.
Et c'est ainsi que des mercenaires français, toujours eux, l'ont éliminé dans la nuit du 18 septembre 1961 en organisant un attentat contre l'avion qui le transportait vers Ndola, dans ce qui était alors la Rhodésie du Nord, et qui tua tous les 15 passagers. Non seulement les membres permanents se sont entendus pour tenter d'abord de faire passer l'attentat pour un accident, une thèse qui n'a pas résisté au temps, mais également sur le fait que plus jamais un secrétaire général ne doit échapper à leur contrôle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnages ultra dociles comme Javier Pérez de Cuellar, Kofi Annan, Ban Ki-moon ou l'actuel Antonio Guterres. La question centrale, c'est qui a commandité cet attentat et qui l'a exécuté. Alors, qui a commandité, selon vous, l'attentat contre le secrétaire général de l'ONU? C'est quand même assez énorme. C'est comme si aujourd'hui, des puissances se liguaient pour tuer le secrétaire général de l'ONU. C'est ce qui s'est passé en 61. On peut subodorer que c'est ce qui s'est passé. 58 ans plus tard, on a des archives qui émergent au compte-gouttes, malgré un énorme magma d'archives non déclassifiées. On trouve des choses maintenant dans les archives belges, anglaises. On trouve des dirigeants occidentaux qui sont très hostiles à Dag Hammarskjöld et qui expriment cette hostilité dans certains télégrammes diplomatiques et qui disent qu'il faut faire quelque chose contre cet enquiquineur qui dirige les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Quels sont ces dirigeants étrangers, occidentaux, qui veulent la peau de Dag Hammarskjöld? Eh bien, on peut mettre dans le même panier le gouvernement britannique de Harold Macmillan, qui a une dent très sérieuse contre Dag Hammarskjöld. Le général de Gaulle, en France, qui n'a absolument pas digéré le fiasco de l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, puisque c'est Dag Hammarskjöld qui est intervenu sur le terrain pour faire établir un cessez-le-feu avec Nasser en Égypte. Nasser qui avait voulu, ça n'a rien à voir avec votre livre, mais qui avait voulu nationaliser le canal de Suez. Oui. Ça s'est terminé par une expédition franco-britannique qui s'est cassé les dents. Et donc, De Gaulle s'en souvient. Les Français et les Anglais se souviennent que Dag Hammarskjöld les a forcés à réembarquer en imposant ce cessez-le-feu. De Gaulle n'a pas du tout apprécié que Dag Hammarskjöld veuille saisir le Conseil de sécurité sur les problèmes de police en Algérie, ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie. Et puis il y a eu la crise de Bizerte, 2 mois avant la mort de Hammarskjöld, où Hammarskjöld, encore une fois, est allé en Tunisie sur le terrain et s'est fait physiquement secouer par les parachutistes français. Pour ceux que cela intéresse, je mets dans la barre d'infos le lien de la palpitante enquête de Morin-Picard. Ils ont tué Monsieur H. L'on dit souvent que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. La mission de paix que Hammarskjöld avait dépêchée au Congo devait aussi servir à ménager l'ancien colonisateur en essayant de lui sauver la face au regard des exactions commises. En sciences politiques, on apprend que lorsque l'on ménage un ancien colonisateur, en réalité, on l'arrange. Ils ont tout fait pour que la Belgique ne perde pas la face au Congo en 1960. Je vous ramène encore un peu plus loin dans l'histoire. Après la conférence de Yalta qui s'est déroulée en février 1945 et dont je vous parlais plus en détail dans cette vidéo que je vous recommande de regarder après celle-ci, au moment de la création de l'ONU et de l'adoption de sa charte par 51 États à San Francisco le 24 octobre 1945, certains pays étaient des colonies ou en passe de l'être, puisque des guerres de conquête coloniale étaient encore en cours ou à venir, et n'étaient donc pas des États membres de l'organisation. Mais entre 1960 et 1975, toute une flopée de pays a accédé à l'indépendance. Déjà, à ce moment, le fonctionnement de l'ONU n'était plus adapté à la réalité géopolitique du monde. Mais maintenir les structures et le fonctionnement de 1945, alors que l'organisation compte dorénavant 193 États membres, est tout simplement une aberration totale en 2023. Et tous les États qui encouragent le statu quo sont intéressés par le maintien du désordre créé par l'ONU en Afrique et ailleurs dans le monde. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que les Nations Unies sont là pour pérenniser un système de domination coloniale en le transformant en soft power. Et les Africains, recrutés au sein de cette organisation et de ses démembrements, contribuent à cela, tellement mis à l'aise avec leurs avantages et leur immunité de hauts fonctionnaires internationaux, qu'ils servent avec zèle et enthousiasme l'ancien et le toujours actuel maître.
Toutes les fois qu'il y a des problèmes en Afrique, on fait la promotion des Africains au sein de l'ONU pour rendre les problèmes moins visibles. Kofi Annan en était le prototype. Chaque puissance, c'est-à-dire chaque membre permanent du Conseil de sécurité, qui sont, je le rappelle, la Chine, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la France, chaque puissance donc dirige un département au sein des instances, ce qui lui permet de faire nommer des gens qui vont ensuite servir d'abord et avant tout ses intérêts à elle. C'est ainsi que le DPKO, Department of Peacekeeping Operations, en français, Département des opérations de paix, est dévolu à la France. Le patron y est forcément un Français. Et donc, quand quelqu'un comme le Ghanéen Kofi Annan y est nommé comme chef de département de 1993 à 1996, les non-initiés peuvent croire que le temps de l'Afrique est arrivé, que l'Afrique a obtenu un poste, mais il n'en est rien. Car si la France accepte de mettre la marionnette noire devant, celui qui tient les rênes, notamment les finances, c'est son numéro 2, qui sera alors obligatoirement un Français. Donc, quand Kofi Annan va au Rwanda pendant le génocide, il vient pour savoir comment couvrir la France. Ceci n'est qu'une des nombreuses situations qui illustrent parfaitement le rôle dangereux des Nations Unies dans la falsification de l'histoire et dans la perpétuation du système de domination pour le rendre plus digeste pour les Africains. Que ce soit dans les Grands Lacs, en Haïti, en Côte d'Ivoire, au Mali, en RCA, là où les Nations Unies passent, dans le meilleur des cas, il n'y a plus ni gentil ni méchant, mais plutôt un relativisme ahurissant. Dans le pire des cas, les gentils deviennent les méchants et vice-versa. Toute l'ingéniosité des Nations Unies ne réside pas dans la résolution des problèmes, mais plutôt dans leur dissimulation et dans la dilution des responsabilités. C'est cela leur mission et leur compétence principale. Dissimuler la responsabilité de l'ancien colonisateur qui est quasiment toujours à l'origine de la déstabilisation. Et quand la dissimulation échoue, on passe à la dilution des responsabilités. On le voit aujourd'hui au Mali, où le succès des actions de lutte contre le terrorisme du gouvernement du colonel Assimi Goïta met en péril tout le plan d'occupation du Sahel concocté de longue date à Paris et Washington, ce qui donne naissance à un nouveau narratif qui ne saurait être plus saugrenu. Quand c'est l'armée française qui tire, ceux qui sont tués sont des terroristes. Mais quand c'est l'armée malienne qui tire, ceux qui sont tués sont des victimes civiles. Ah oh! Un court plan de désinformation qui ne passera pas. Ils viennent dire qu'ils ont des drones qui peuvent voir des charniers dans la nuit noire, mais qui ne voient jamais des colonnes de véhicules de terroristes qui se déplacent en plein jour. On repousse au calendrier grec la réunion demandée par le Mali pour exposer les preuves du soutien et du financement des terroristes par la France. Il est aussi, Monsieur le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constitue, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles
population civile qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les rapports de comités d'experts sans aucune base légale sortent alors à intervalles réguliers et l'on a recours en violation de toute procédure à des intervenants de la société civile tordus, financés par l'Occident, qui viennent déblatérer des foutaises devant un fond bleu et qui, si cela ne tenait qu'à moi, doivent impérativement être interrogés par la justice et la sécurité militaire. Dans le cas le plus récent, on a même eu droit à un mensonge éhonté du président actuel du Conseil de sécurité, un triste sire japonais du nom de Ishikane Kimihiro, qui, confronté aux protestations légitimes de la partie malienne, a murmuré que l'ambassadeur du Mali avait été informé de l'intervention de la binoclée, ce qui est totalement faux. L'ONU est aussi la championne des interventions indirectes, comme l'illustre de façon resplendissante l'épopée des 49 Ivoiriens qui ont débarqué avec armes et faux passeports le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta de façon tout à fait illégale, sans l'autorisation du gouvernement malien et qui ont été incarcérés à Bamako. Ces soldats, majoritairement issus des forces spéciales, étaient équipés de leurs armements et de munitions de guerre, mais ayant dissimulé leur réelle profession en se faisant passer sur leur passeport pour des étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens et vendeurs. Ils ont atterri, selon l'exécutif malien, sans l'autorisation requise pour rentrer dans le pays. Bien que la MINUSMA ait contredit par écrit les allégations d'Alassane Dramane Ouattara qui prétendait que les soldats étaient là pour une mission d'appui à la MINUSMA, l'ONU à New York, par la voix de son secrétaire général, a tenté toutes sortes de pressions pour obtenir la libération rapide des Ivoiriens. Rien n'y fit. Ils furent jugés et condamnés 6 mois plus tard. Après avoir reconnu les faits de mercenariat et d'atteinte à la sûreté de l'État et renoncé à faire appel, ils furent graciés par la grande mansuétude du colonel Goïta et retournés à leur envoyeur. Dans tous les cas évoqués, il s'agit de tentatives avérées de déstabilisation des régimes en place par le biais des missions de l'Organisation des Nations Unies. L'idée de la création des Nations Unies, discutée et décidée lors de la conférence de Dumbarton Oaks à Washington, qui a eu lieu du 21 août au 7 octobre 1944, répondait à un ordre particulier, celui de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en restant figé, malgré l'évolution du monde, cet ordre est devenu un désordre. Les Nations Unies continuent de laisser la France gérer les pays africains comme s'ils faisaient encore partie de l'empire colonial français, alors que leur indépendance a été actée et reconnue depuis plus de 60 ans. Or, les pays qui rejoignent l'ONU après leur accession à l'indépendance ne peuvent pas continuer d'être gérés comme s'ils ne sont rien. Et c'est pourtant exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'ex-président du Zimbabwe, feu Robert Mugabe, avait crié son ras-le-bol de cette situation au secrétaire général de l'ONU d'alors, Ban Ki-moon, à la tribune de l'Union africaine le 30 janvier 2016. Magnéto. We are supposed to be free and independent, Mr. Ban Ki-moon. Supposed to be free, there are 54 countries. We come to the United Nations, it's ceremonial. Every year, September, we are there. We pay lots of money to go there. And to the General Assembly, we make speeches, we go back home, year in, year out. But the bosses in the Security Council say, you shall never have the powers that we have as permanent members. And we have asked and asked and asked. And asked and asked. Reform the Security Council.
Les chefs d'État africains doivent comprendre deux choses. D'abord que les problèmes de l'Afrique doivent se régler au niveau de l'Union africaine. Point. Comment vous pouvez être d'accord avec le fait que quand il y a des problèmes chez nous, ce sont des tchotchoros comme l'Albanie, la Pologne, la Suisse, l'Irlande qui viennent mettre leur bouche dedans? Comment pouvez-vous vous désintéresser à ce point des ennuis et du destin des voisins? Qui va oublier que le Nigeria de Goodluck Jonathan, l'Afrique du Sud de Jacob Zuma et le Gabon d'Ali Bongo ont voté pour l'intervention occidentale en Libye en 2011? Comment pouvez-vous penser que nous pouvons être en paix en Afrique si nous laissons la RDC se faire mutiler ou la RCA se débattre avec un budget de l'État de 200 milliards de francs CFA? Si nous laissons le Mali et le Burkina Faso se faire déstabiliser par la France? C'est parce que vous dormez, parce que vous échouez à vous mettre ensemble pour l'intérêt des populations africaines que les autres peuvent s'engouffrer dans le vide que vous laissez et nous manquer de respect, nous exploiter et nous dominer. Qui a besoin du PAM, du PNUD, de l'UNICEF? Personne. Portons à la tête de nos États des dirigeants responsables, patriotes et intègres et l'on s'en passera tranquillement. La deuxième chose que nos chefs d'État doivent comprendre, c'est que la seule option viable pour laquelle il convient de se battre n'est pas une ou deux places pour l'Afrique au Conseil de sécurité, mais plutôt la mise en œuvre du principe inscrit dans la charte, à savoir un pays, une voix, et donc la suppression du statut des membres permanents avec droit de veto. Il y aura alors des années où aucune grande puissance ne sera membre du Conseil de sécurité. Elles devront utiliser leur diplomatie pour convaincre et non plus leur droit de veto pour imposer. Fini le système de porte-plume. Et si les tenants coloniaux de l'ONU s'y opposent, alors il faut tout simplement quitter cette organisation et créer autre chose. La configuration politique et géostratégique mondiale actuelle plaide d'ailleurs pour cette dernière possibilité. L'ONU a vécu. Assurons-nous d'être dans la salle et à la table des négociations lorsque le nouvel ordre mondial sera discuté et adopté. Pour finir, les missions d'opération de paix n'ont absolument plus leur raison d'être. La MINUSMA, la MONUSCO, la MINUSCA, la MINUSRO et les autres doivent dégager d'Afrique, tout comme l'armée d'occupation française. Il y a 73 288 civils et 72 586 militaires employés de l'ONU qui ne servent à rien au sein de missions au mieux inutiles, mais le plus souvent nuisibles. Renvoyez-les chez eux, ça fera des charges en moins. Et si l'ONU veut aider, ce doit uniquement se faire sous la forme d'envoi d'armes ou d'argent aux gouvernements concernés pour que ceux-ci puissent s'équiper selon leurs besoins et défaire les terroristes, milices et rebelles qui endeuillent leur pays. Les forces armées du Mali, du Burkina Faso, de RCA et de RDC feront alors le travail sur le terrain, comme cela se fait avec l'Ukraine. Voilà une guerre qui perdure en plein centre de l'Europe depuis 1 an. Mais on n'a pas entendu qu'on y a déployé la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de l'Ukraine. La plaisanterie onusienne a assez duré. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce levé, de partager, de laisser un commentaire et aussi de contribuer financièrement à mes cagnottes dont les liens sont en dessous pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif pour l'éveil de la conscience africaine, car préparer ces vidéos, c'est énormément de travail et de recherche, je pense que vous le savez. Merci et à bientôt.